Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Mon nom est Jens Liebe. Je suis le team leader UNESCO UNEVOC pour l'enseignement de la formation technique et professionnelle et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire sur les aspects sociaux de l'ETFP. Dans beaucoup de pays, les ETFP, les différentes entreprises de formation se sont passées en ligne et cela a été très dur pour un certain nombre d'enseignants et de formateurs. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler des différentes questions, des aspects sociaux de l'apprentissage numérique. Et c'est vraiment sympa de voir autant d'entre vous qui sont présents. Avant que le débat sur le webinaire, je voudrais savoir que cet webinaire est enregistré et qu'une interprétation est disponible en français et en espagnol. Donc si vous voulez écouter une de ces langues, choisissez le canal audio de votre choix. Nous recommandons également je voudrais inviter le directeur de l'UNEVOC. Bonjour, bon après-midi à vous tous autour du monde. Bienvenue à ce webinaire sur les aspects sociaux de la formation professionnelle. C'est le deuxième, et je pense que le premier, vous avez déjà assisté, c'est le premier d'une série de 3 webinaires que nous avons prévus autour de la digitalisation, la numérisation et les ETFP. Et cela fait partie de la formation, de programme de formation de 3 mois que nous offrons aux différents formateurs ETFP dans différents pays. Toutes ces activités, ces webinaires et ces formations sont généreusement financées par GIJET, la Vengeance de développement internationale allemande, avec le soutien technique de Omnia Education Partnership, le bras d'action internationale de la Finlande. La formation numérique, c'est un des impacts les plus visibles de la pandémie. Et quelles leçons nous pouvons apprendre de ce cas de force majeure? On parle souvent des cas technologiques et des défis. Il y a beaucoup d'aspects que nous ne voyons pas. C'est la dimension sociale de la téléformation et de la téléenseignement. Ce webinaire veut voir cela, discuter les différents outils et soutiens dont les formateurs et les enseignants ont besoin pour travailler numériquement en isolation physique. Et je vous souhaite une expérience de formation agréable. Merci beaucoup, Sue, pour ces paroles de bienvenue. Comme elle l'a mentionné, ce webinaire est rendu possible par le soutien de KSF d'Allemagne et je voudrais remarquer Yann Baumeister à ouvrir notre séminaire avec une intervention. Oui, merci beaucoup. Le son n'est pas très bon. Merci beaucoup, Sue. Je suis très heureuse à nouveau de faire partie de cette série de webinaires et je vous souhaite la bienvenue de Bonn en Allemagne. Je voudrais féliciter l'équipe de TSO UNEVOC pour organiser ce webinaire très important. La formation professionnelle est un sujet important et ça fait longtemps des opérations de développement en Allemagne et notre collaboration et nos partenariats avec vous, avec UNESCO UNEVOC, c'est un bon exemple de cela. Mesdames et messieurs, pendant plus d'1 an, le Covid-19 a dominé toutes nos vies. Nous nous sommes réformés pour devenir numériques et téléformation aussi vite que possible. Certains se sont adaptés très rapidement à la nouvelle normalité, d'autres un peu plus lentement. Surtout maintenant que nous voyons que la crise perdure, nous devons vraiment nous assurer que personne n'est oublié au bord de la route. Pour l'instant, comme cela a déjà été dit, on s'est beaucoup se focaliser sur les outils numériques, adapter nos vies à cela. Mais il y a d'autres aspects à la téléformation et nous sommes ravis de voir que UNESCO UNEVOC éclairait les aspects sociaux de la formation professionnelle numérique. Le dernier webinaire, nous avons eu des interventions sur des nouvelles projets pilotes qui ont été testés à travers les projets. C'était très inspirant et très intéressant. Aujourd'hui, nous voulons regarder ça plus en détail, les changements qui accompagnent la téléformation. C'est un fait que nous ne pouvons pas transférer les méthodes de formation de face à face, en direct, en présentiel,
à la téléinterprétation, la bonne savoir sur comment être interactif, inclusif et des ETFP manquent encore en Allemagne notamment, mais c'est aussi dans beaucoup d'autres pays. Beaucoup de formateurs n'ont pas les compétences, n'ont pas la technologie pour conceptualiser des cours en ligne à travers des systèmes de vidéoconférence ou des supports de formation. C'est déjà un problème pour eux, mais ça demande encore plus d'efforts de créer une communauté de formation en ligne, des expériences agréables, attractives autour des questions de formation. En plus, les changements, il y a des problèmes de travail pratique, et notamment dans formation professionnelle, beaucoup de choses se font directement et ça se fait avec les mains. C'est très manuel et actif et c'est très difficile de transposer cela à la formation en ligne. Les écrans, pas tout le monde passe sa journée assis devant un écran. Les écrans créent des nouveaux obstacles entre le formateur et la personne formée, et également entre les personnes formées, mais surtout les formés qui ne sont pas familiers avec les méthodes de formation numérique, qui ont besoin de beaucoup plus de soutien. Certains apprenants n'ont pas la bonne atmosphère calme et ils sont rapidement distraits, voire ils perdent la connexion, encore plus pour ceux qui ont des besoins particuliers, comme les personnes handicapées. D'autres sont bloqués parce que leur formation, ils ne s'arrivent pas à taper, parce qu'ils ne savent pas taper à l'écran, ou ils ne savent pas bien écrire. Parfois, ils ne comprennent pas. Nous devons écouter les apprenants et les enseignants. Nous devons mieux comprendre quels sont leurs défis individuels et quelles peuvent être les solutions qui vont fonctionner pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit quand on met en place des programmes de formation et des pédagogies inclusives numériques? Mettre en place des systèmes ETFP numériques qui sont inclusifs, ça a besoin de plus d'efforts que simplement fournir l'infrastructure. Comme déjà dit, la formation numérique, ça apporte une nouvelle culture, beaucoup plus de flexibilité et de nombreuses nouvelles méthodologies qui ne sont pas des options. Cela requiert également plus de responsabilité de la part des individus, des apprenants individuels. Les individus doivent devenir plus autonomes, les gens ne doivent pas se perdre dans le monde virtuel. Donc, il faut des conceptions centrées sur les apprenants. Il faut mobiliser les compétences, les centres d'intérêt des apprenants à différents rythmes également d'apprentissage. Nombreux modèles hybrides et d'intégrer sont en train d'être discutés par les différents professionnels. Ça implique une combinaison d'apprentissage synchronisé, c'est-à-dire que tout le monde apprend dans les ateliers virtuels ensemble, accompagné d'initiatives de formation individuelle à la maison qui sont ensuite asynchrones. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a également beaucoup d'outils qui sont disponibles pour ce type de formation. Par exemple, à Tingy, ça c'est une initiative dans l'approche BMZ Cloud Africa qui intègre une communauté d'apprenants, de formateurs, à différents rythmes à côté d'autres initiatives. Très souvent, le soutien de pair à pair, l'aide de pair à pair est souvent sous-estimée pour que les apprenants puissent s'autoréguler, échanger des idées de manière collaborative et trouver des solutions collaborativement. Explorons les opportunités dans l'ETFP numérique et utilisons-les, y compris les opportunités créées par l'apprentissage par les pairs. Ça peut être une très bonne manière de s'assurer l'ETFP par-delà la pandémie et les crises. Et c'est peut-être un petit aperçu de ce que l'avenir nous réserve. Voilà, mesdames et messieurs, chers participants, je me réjouis d'écouter vos différents témoignages et études de cas et discussions des différentes approches dans le webinaire d'aujourd'hui. Et je vous souhaite un séminaire qui soit plein de succès et intéressant. Merci beaucoup, Jeannette Burmester, pour avoir ouvert notre webinaire et pour avoir présenté le cadre de discussion d'aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, c'est le moment de passer à notre discussion table d'antenne et je voudrais vous présenter à nouveau notre modératrice, Mervi Jansson, que vous vous rappelez de le dernier webinaire. Elle est la PDG de Omnia Education Partnership en Finlande, qui est notre partenaire d'implémentation, et je lui passe le micro pour qu'elle présente notre table ronde d'orateurs internationaux.
Merci Jens. Oui, c'est un plaisir de bienvenue à nos publics et bien sûr nos orateurs à cette table ronde sur le TFP numérique. Nous avons 4 orateurs euh, qui vont partager leur expérience et les leçons apprises de ce qu'ils ont appris dans les aspects sociaux de la formation numérique. Et je vais commencer avant qu'on passe à regarder les différentes fonctions de webinaire pour m'assurer que tout le monde a bien compris comment ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons une fenêtre de chat, nous avons un cadre pour les questions-réponses et la fonction interprétation, comme Jens l'a mentionné. Donc, si vous avez des questions pour les orateurs ou pour UNESCO Univoque, s'il vous plaît, saisissez-les dans le cadre Q&A, questions-réponses, et on va essayer d'y répondre au maximum à la fin. Mais également, il y a des collègues de UNESCO Univoque qui vont en fait compiler ces réponses et ces questions et vont y répondre pendant le webinaire. Vous pouvez utiliser le chat pour partager de l'information et des liens avec d'autres participants et utiliser le cadre de chat. J'ai remarqué qu'il y avait un commentaire déjà que l'interprétation espagnole n'était pas suffisamment audible. J'espère que ça a été réglé. S'il y a des moindres problèmes techniques, merci de le signaler également dans le chat et nous serons ravis de vous aider. Je vais donc demander à nos orateurs de rapidement se présenter et je vais commencer avec Denise, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Bonjour, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis Denise Amiot, je suis la présidente directrice générale des collèges et des universités Institute Canada. C'est une association nationale qui inclut tous les cégeps, tous les polytechniques et tous les collèges et les instituts de formation professionnelle et 15 universités qui fournissent également des formations de TFP. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci Denise, c'est un plaisir de vous avoir. Yanni Gorman, est-ce que... Merci et bonsoir à vous tous. Mon nom est Yanni Gorman, je viens de Finlande, je suis conseiller en évaluation au sein du ministère finlandais de l'Éducation, le FINEC, qui est responsable de toutes les évaluations des initiatives d'éducation en Finlande. Et FINEC mène des évaluations à tous les niveaux d'éducation, depuis le primaire jusqu'aux instituts universitaires, la formation supérieure. Et je suis un conseiller en évaluation chez FINEC. Mon travail est de diriger des projets d'évaluation, particulièrement dans le TFP, dans la formation professionnelle. Et je suis ravi d'être ici avec vous. Merci. Merci Yanni, c'est un plaisir de nous avoir avec vous. Sibu Sisso, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup pour ces présentations. Mon nom est Sibu Sisso Moyo et bonjour à tout le monde. Chez nous, l'Afrique du Sud, c'est déjà l'après-midi. Je pense que c'est le matin et peut-être déjà la nuit ailleurs. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite la bienvenue depuis le sud le plus loin possible. Sibu Sisso Moyo, je suis titulaire d'un doctorat en mathématiques et je travaille à l'université de Durban, technologie. Je suis également active sur un certain nombre de secteurs de formation professionnelle. Nous avons un réseau au sein de notre région. Je suis également travaillé avec un certain nombre d'ONG qui promeuvent la science. Je suis mathématicienne de formation, donc je suis très intéressée par les formations professionnelles également en mathématiques et en sciences et les outils numériques pour cela. Donc je me réjouis de participer à ce séminaire et d'en apprendre et de comprendre de ce que les autres font, quelle est l'expérience des autres. Parce qu'évidemment, dans notre contexte, nous avons des situations très intéressantes et nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Merci beaucoup. Merci Sibu Sisso. Et enfin, Paola Villar. Oui, bonjour, Paola Villar, bonsoir, de l'Uruguay. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Paola Villar. Je suis avant tout professeur de littérature espagnole
spécialisé pour les élèves en difficulté d'apprentissage et de technologie éducative. En ce moment, je travaille comme conseillère pédagogique à la Direction générale de l'enseignement supérieur dans cette période très complexe à toutes les centres de formation au pays. Et en plus, je suis également référente chez Saival, qui est un plan éducatif que je vais présenter aujourd'hui et que je vais développer. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui à cette opportunité d'échanger des expériences avec vous. Merci Paola. Donc encore une fois, bienvenue à tous. Et nous avons un cinquième panéliste virtuel. Nous avons une vidéo que vous présentez pour donner la voix des étudiants sur les aspects sociaux de l'apprentissage numérique. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que comme dans la vraie vie, dans la réelle interaction sociale. Donc moi, ce qui me manque vraiment, c'est quand je vois le professeur ou mes étudiants, quand le contact visuel, le langage corporel, les visages, tout cela me manque vraiment. Le manque d'interaction, le fait de ne pas être en classe ont été un peu difficiles pour moi. En classe, c'est facile parce que vous savez, même s'il y a un certain malentendu ou une situation quelconque, alors il y a toujours le contact visuel et le langage corporel qui peut expliquer tant de choses. Mais quand tout ce que vous voyez, c'est la caméra, parfois les gens n'allument même pas leur caméra, alors ça peut être juste une image ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez un peu l'impression que vous parlez à vous-même, hein, parfois. Et ça peut être très, très dur. Il y a eu des moments difficiles où je ne me sentais pas vraiment motivé. Mais encore une fois, on doit vraiment faire face à cette situation et essayer de trouver d'autres solutions pour terminer sa tâche et travailler. Moi, je peux dire que parfois, on se sent un peu seul à la maison, sans pouvoir communiquer avec ses camarades de classe ou ses professeurs. Moi, je dirais que l'inconvénient, c'est comme nous avons tous comment à grandir en téléformation. En fait, on ne s'est pas rencontrés en tant qu'étudiant. Parfois, c'était même difficile de joindre le professeur quand il y avait un problème, surtout pour des devoirs, par exemple. Pendant les cours, c'est beaucoup plus facile de lever la main et de poser une question. Mais quand c'est du devoir à faire à la maison et qu'on est bloqué, eh ben, comment est-ce qu'on s'y prend pour rejoindre le professeur et quand? Est-ce qu'ils ont le temps de nous aider? Alors, pendant les cours, on nous a parfois demandé, mais parfois nous l'avons aussi fait volontairement, d'allumer nos micros et nos caméras et d'essayer de parler, de discuter comme si on était en classe, par exemple. Et parfois, les professeurs essayent également d'adoucir l'atmosphère pour que ça ne soit pas trop stressant, trop sérieux, trop formel. Nous avons utilisé les caméras et les microphones dans différents types de situations. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être une nouvelle réalité dans nos études. Je pense que le fait que nous ayons reçu des ordinateurs portables avec une bonne caméra, un bon microphone, cela aide vraiment à avoir un équipement de haute qualité. Nous sommes presque 30 étudiants et peut-être 10 personnes seulement utilisent leur caméra, plus les enseignants. Donc je pense que je connais mieux les personnes qui utilisent les caméras parce que on apprend à les voir en contexte. Mais les garçons, par contre, moi, j'aimerais peut-être demander aux enseignants de créer plus d'opportunités pour que nous puissions avoir une vie sociale plus efficace ou développer nos compétences sociales, par exemple. Ça serait vraiment plus efficace, car c'est quelque chose dont nous avons vraiment besoin. Oui, moi j'aimerais bien que
notre professeur, parfois, il pose des questions sans rapport avec le statut. Alors, comment est-ce que tout le monde se sent? Est-ce que vous vous sentez bien? Parce qu'ils ont l'impression parfois que c'est agréable de parler d'autre chose également, pas simplement le sujet étudié tout le temps. Alors, ce qui est bien, c'est que nous apprenons vraiment différentes manières de faire face à différents types de situations en tant qu'étudiants. Nous apprenons à gérer ce genre de situation. Moi, quand j'étais en classe, je ne posais pas tellement des questions, mais depuis que je suis en ligne, je pose presque trop de questions et ça a eu un impact positif sur mes études. Le fait de ne pas être en classe m'a aussi permis de me sentir plus responsable. Il n'y a personne pour m'aider. Je suis le seul responsable de mon rythme d'études et de l'accomplissement de mes devoirs, etc. J'ai, j'ai donc développé de nouvelles éléments de ma personnalité dont je n'avais pas conscience à l'époque. Donc, quelques témoignages d'étudiants. C'est toujours intéressant d'entendre la voix des étudiants parce qu'après tout, le TFP, la formation professionnelle et technique, euh, le but c'est de soutenir ces gens-là. Maintenant, j'aimerais qu'on entende nos différents orateurs. Nous avons un bon public, plus de 200 participants, plus de 400 participants. Donc, pour entendre d'entre vous, nous avons un outil de sondage qui s'appelle Mentimeter. C'est très facile à utiliser. Nous avons 4 questions et nous allons utiliser Mentimeter. C'est très facile d'y répondre via le chat ou via un QR code qui vous a normalement été fourni. Voilà, maintenant, donc, alors, voilà les questions et voilà le QR code pour le Mentimeter. Alors, vous pouvez répondre à toutes ces questions et ensuite nous allons voir les, les réponses. Alors, la première question, c'est est-ce que l'aspect des défis sociaux a été soulevé en rapport avec la formation numérique dans votre pays? Vous pouvez répondre oui ou non dans le Mentimeter. La deuxième question, c'est à quel point la formation professionnelle les besoins de formation professionnelle ont-ils été adressés dans la période de pandémie dans votre pays? Et la troisième question, est-ce que vous avez des bonnes pratiques pour remédier aux défis sociaux de la formation en ligne dans votre pays? Et une question numéro 4, selon vous, est-ce que la charge de travail des enseignants a augmenté pendant la pandémie de Covid-19 dans votre pays? On va prendre quelques minutes pour que vous puissiez vous connecter à Mentimeter et s'il vous plaît répondre aux 4 questions. Nous allons commencer notre discussion parlant des défis sociaux. Avant que je donne la parole à nos orateurs, essayons de voir quels sont de notre première question du Mentimeter. Alors, il semblerait que les défis sociaux ont été abordés dans un certain nombre des pays participants. 80% de nos participants, de membres du public, disent que oui, cet aspect des défis sociaux a été soulevé dans les... Maintenant, je vais me tourner vers Sebou Sisso. Quels sont certains des défis sociaux qui sont en rapport avec la formation numérique et comment est-ce que nous pouvons y remédier à ces défis? Est-ce que vous pouvez peut-être partager un certain nombre de vos vues et expériences? Oui, merci beaucoup. C'est tellement bien de voir ce que les autres collègues disent autour de cette question.
Alors, dans le contexte sud-africain, nous avons des défis sociaux et la première chose qui me vient à l'esprit dans mon expérience, c'est dans les différentes écoles et les universités et le TBF, c'est sur la fracture sociale et la fracture numérique. Bon nombre de nos étudiants, la plupart d'entre eux viennent de familles en difficulté et c'est très difficile pour eux ne simplement avoir accès à la base que nous on peut trouver qu'on peut trouver idem, par exemple la connectivité, l'accès. Ils ont peut-être le téléphone, ils ont peut-être le portable, ils ont peut-être les données, mais ils ne sont pas capables de se connecter parce que l'infrastructure n'est pas la même partout dans le pays. Euh, Également, simplement l'accès à la base, les données, et parfois les appareils, certains n'ont pas assez d'appareils à disposition. Donc, ce que nous avons remarqué, c'est que le même sentiment, les gens ont l'impression que si je n'ai pas l'appareil, comment est-ce que je vais pouvoir accéder au support de formation? Ça, c'est un. Et deux, même si j'ai l'appareil, comment est-ce que je peux m'assurer que je vais trouver un endroit où je peux me connecter? Et on constate que nous avons dû ramener parfois les étudiants sur le campus, même lors de la pandémie, et, parce que c'était le seul moyen pour eux de pouvoir participer aux formations. On les remettait dans les résidences universitaires pour qu'ils puissent avoir accès, parce que les infrastructures informatiques ne sont pas partout dans le pays. Donc il y a la question également de l'isolation. Nous avons des étudiants qui ont des problèmes, des pensées suicidaires ou qui n'ont pas le soutien psychologique requis et social requis. Ça également, ça a été une inquiétude. À part de fournir les supports de formation et les équipements, on a constaté qu'il fallait qu'on mette en place une unité qui pouvait aider les étudiants à mettre en place à résoudre leurs problèmes sociaux. Certains étudiants viennent de familles où ils ont eu des décès, ils ont perdu des personnes, par exemple leurs aînés, des gens qui s'occupaient de leur éducation. Et ça a été une grande inquiétude. Et il a fallu en tenir compte à l'université. Nous avons mis en place une équipe où on demandait une caisse commune où les gens ont demandé de l'argent pour pouvoir, à partir de ce financement, on pouvait aider un certain nombre d'étudiants qui ne recevaient plus d'argent de leur famille parce que les financeurs de leurs études, leurs parents ou leurs grands-parents étaient décédés. Et également, dans certains cas, il a fallu trouver des bourses quand ils n'avaient pas moyen de continuer à vivre. Donc, toutes ces questions. Et l'autre partie, cette sensation d'insécurité, d'estime de soi, d'insécurité par rapport à l'avenir. Ça n'a pas simplement eu un impact sur les étudiants, même dans les équipes pédagogiques, les enseignants ont eu beaucoup d'incertitudes parce que d'un point de vue de la direction, quasiment toutes les semaines, tous les mois, les conditions changeaient, les règles changeaient. Et donc, en formation numérique, nous avons appelé ça la formation bimodale parce que nous devons utiliser les deux modes de contact pour les personnes qui ont besoin de formation pratique et de soutien pratique et également la session virtuelle. Donc on a fait des programmes hybrides en fait. Donc voilà, je pense que simplement de la question des aspects sociaux de la formation numérique, nous avons pu constater que les expériences ne sont pas très différentes. Les étudiants ont l'impression je ne vois pas mes amis, mes amis me manquent. Et également le réseautage, les opportunités de réseautage. Quand on est en classe avec d'autres étudiants, on peut s'échanger des astuces, on apprend des soft skills, des capacités de communication sociale. Et là, évidemment, devant la caméra, on ne peut plus. Donc voilà, c'est très important de mettre en place des initiatives qui aident les étudiants dans les aspects sociaux, et également un soutien émotionnel qui est requis. Et également les conseils, parce que ces conseils et ce soutien émotionnel et psychologique, il faut aussi le fournir aux enseignants parfois. Nous avons mis en place des pôles d'innovation sociale. Dans notre cas, ce que nous avons essayé de faire, c'est de discuter avec les étudiants au niveau du travail scolaire. On fait beaucoup d'initiatives d'entrepreneuriat. On essaie de créer de l'auto-entrepreneuriat, des étudiants qui ont des bonnes idées. Donc ces pôles d'innovation sociale, ils peuvent identifier un problème social afin d'essayer de trouver ces solutions. Je pourrais d'ailleurs en présenter ça plus en détail de cette initiative un peu plus tard.
si mes collègues veulent que j'intervienne. Merci, Sibusisa. Vous avez fait un excellent travail avec et nous bénéficierons de ce partage de votre expérience. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à les partager dans la boîte de chat. Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous, parmi les panélistes, seront désireux d'en connaître plus sur vos expériences. Denis, quelle est la situation au Canada? Merci, Sibusi. Merci. Tout d'abord, comme Sibusi l'a dit, la division sociale et le manque de financement a affecté les étudiants. Et quelle est son importance? Cela a impacté des groupes différents et en particulier les femmes et les groupes vulnérables. Pour nous au Canada, notre plus gros défi social lié à l'apprentissage numérique, c'est l'accès à l'éducation. Vous voyez la carte du Canada derrière moi. Comme vous le savez, nous sommes un des pays les plus grands au monde et cela a ses problèmes, et particulièrement au niveau numérique. Pourquoi? Parce que l'accès numérique, et vous serez peut-être surpris que pas tout le monde au Canada a accès à des ordinateurs ou même à l'Internet, en particulier dans les communautés à revenus bas, les communautés indigènes ou les communautés rurales ou éloignées. Et cela n'est pas seulement pour les apprenants, mais pour les enseignants. Certains doivent être assis dans un parking pour obtenir la connexion Internet. Nous savons que lorsque l'on parle de EFTP, c'est lorsque nous avons dans le domaine de la formation et de l'apprentissage et des apprentis, nous avons clairement un problème. Il nous faut offrir des modalités différentes. Quelquefois, des cours doivent être répétés 4 fois pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. L'autre point, les modalités d'apprentissage en ligne ne conviennent pas à tout le monde, en particulier les gens qui ont des handicaps physiques ou mentaux. L'apprentissage en ligne n'est pas toujours la meilleure option. Nous devons trouver des manières, des façons pour accompagner les étudiants, pour qu'ils ne se sentent pas isolés. Nous l'avons vu l'avons entendu dans les témoignages des étudiants. Qu'avons-nous fait? Nous avons couvert les points que Sibuso a couru, donc je ne vais pas me répéter. Je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, la connectivité Internet, le soutien à l'équipement technologique avec des prêts. Nous avons dédié l'accès au campus pour aider ceux qui avaient besoin d'un endroit pour étudier. Nous avons offert des coupons pour Internet. Nous avons essayé d'organiser les parkings sur le campus. Et comme Sibuso l'a dit, nous offrions également des paniers repas ou de nourriture. Nous offrions aussi des micro-cours pour permettre tant aux enseignants qu'aux apprenants à gérer la technologie. Nous voulions offrir aussi
l'accès à des logiciels essentiels. Il nous fallait faciliter l'accès aux étudiants qui n'avaient pas des ordinateurs à haute performance. Parce que l'approche pratique est tellement importante, nous avons créé des outils numériques en utilisant des simulations, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Mon association développe avec nos membres ces outils en réalité virtuelle et augmentée. Ces outils seront bientôt disponibles à tous nos membres. Le dernier exemple que je voudrais donner, comme Jeannette l'a dit auparavant, nous offrons un mentorat virtuel, des conseils virtuels pour les étudiants qui font face à des difficultés. Nous avons dû enseigner de nombreux peuples indigènes à utiliser Zoom pour aider les étudiants. Et je m'arrête là. Merci. Il semblerait que vous ayez un véritable éventail d'outils pour soutenir les étudiants et leur apprentissage. C'est merveilleux. Je sais qu'en Finlande, les étudiants doivent venir en petits groupes sur le campus et que je suis persuadée que de nombreuses solutions sont connues dans le monde entier. Mais passons maintenant à notre deuxième question, qui est justement sur les besoins de soutien. Et qui répond au résultat de la deuxième question. Que savons-nous des besoins de soutien des enseignants et des élèves qui ont émergé suite à la perturbation de COVID-19? Les besoins essentiels, il semblerait qu'ils aient un tiers des auditeurs répond que la réponse n'a pas été extraordinaire. Cela nous a assez surpris et nous devons essayer d'apprendre les uns des autres pour améliorer la situation. Yanni, je sais qu'il y a eu des enquêtes, plusieurs enquêtes en Finlande. Qu'est-ce qu'on sait des soutiens des enseignants et des élèves? Pourriez-vous partager quelques-uns de ces résultats, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Il y a un an environ, l'enseignement en présentiel a été suspendu et a ressemblé à de nombreuses situations dans le monde entier. Nous avons fait une évaluation en mars 2020 jusqu'à janvier 2021. Ce projet d'évaluation a couvert tous les niveaux d'éducation. Et voici quelques-uns des résultats. Notre enquête a porté sur les EFTP auprès des étudiants, des conseillers et des enseignants. Environ 6500 étudiants ont répondu à notre enquête et presque 2300 enseignants ont répondu. Nous avons découvert que certains des étudiants avaient des problèmes d'équipement. Ils n'avaient pas l'ordinateur ou une bonne connexion Internet. Mais la plupart d'entre eux avaient suffisamment d'équipement.
La bonne chose était que nombreux de ces étudiants qui n'avaient pas d'ordinateur pouvaient en emprunter un auprès de leurs institutions d'enseignement. La plupart des étudiants ont estimé que le temps d'études a été plus stressant qu'en temps ordinaire. Un quart des étudiants ont rencontré de nombreux problèmes dans leurs études à la suite de la situation sanitaire. Ces problèmes ont été complexes. Ils avaient des problèmes de stress, de fatigue et des problèmes d'études. Certains se sentaient seuls. Ces étudiants ont senti que leur domaine d'études ne se prêtait pas à l'enseignement à distance, qu'ils ne recevaient pas suffisamment de soutien et d'orientation. Ce qui a été appris, c'est qu'il est important d'aider ces étudiants aux problèmes complexes et d'offrir un soutien du bien-être pour réduire leur stress mental. Autant qu'il soit important d'apprendre leur apprentissage et leurs compétences d'apprentissage à tout niveau, nous avons développé un environnement d'apprentissage à distance et un apprentissage numérique. Et nous avons développé la technologie et le savoir. Mais cette période Covid a montré qu'il y restait encore des écarts à combler. Le sentiment de communauté, d'être ensemble, n'était pas là. Les compétences pédagogiques et les orientations doivent être développées pour créer et maintenir ce sentiment de communalité, d'être ensemble. Voilà les perspectives de la Finlande sur ce point. Merci Yanni. Si on considère que 25% des étudiants finnois se sentaient isolés et avaient accumulé des problèmes, comment cela se présente-t-il dans votre pays? Quel était le rôle de l'innovation et comment avez-vous réussi à répondre, à pallier à ces besoins? Merci Yanni pour ces commentaires sur cette étude. C'est très important de partager les résultats. Nous avons un nombre d'études dans le pays qui portent sur sur ces points-là. Les résultats ne sont pas encore connus. Nous avons trouvé dans l'ensemble, je n'ai pas de chiffre exact, nous savons que de nombreux étudiants, environ 80%, viennent de familles de la région qui sont privilégiées. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils viennent de familles plutôt pauvres. Et nous avons mis sur pied un programme d'aide financière, de soutien financier. Nous voulons vraiment qu'ils puissent avoir un accès à la communauté, à la connectivité et qu'ils aient des équipements. Nous avons constaté, je ne sais pas comment cela se traduit en Finlande, mais
Nous avons un problème de violence. Lorsque l'on parle de maladies mentales ou de troubles mentaux, nous devons nous assurer que nous étayons nos résultats. Bien sûr, les étudiants ont des problèmes à rapporter. Ce que je pense, c'est qu'il est très important pour nous de mettre sur pied une unité de conseil et de soutien pour s'assurer qu'ils peuvent trouver le soutien lorsqu'ils en ont besoin. Dans les résidences, nous avons des petits groupes d'étudiants pour ceux qui devaient faire des travaux pratiques. Par exemple, en ingénierie, vous le savez, c'est quand même des projets pratiques. Et nous devons nous assurer que ces étudiants recevaient l'aide nécessaire. En ce qui concerne ce qui doit être fait pour aider ces étudiants, notre stratégie parle de l'agilité des étudiants, qu'ils puissent s'adapter aux changements. Mais ce ils ont compris, c'est que les choses pouvaient changer rapidement. Et comment organiser le curriculum nous avons essayé d'organiser une plateforme sociale avec des étudiants pas nécessairement que l'Afrique du Sud, mais de pays étrangers également. Nous avons par exemple un projet sur l'utilisation des déchets, parce qu'à partir de déchets, on peut créer quelque chose de nouveau. Il s'agissait de verdissement de l'économie. Nous avons collaboré avec d'autres partenaires de l'industrie où le problème avait été identifié. Ils ont trouvé les solutions. Et c'était un exemple de collaboration vers l'extérieur. Et les étudiants, on leur avait dit, les étudiants ne pouvaient pas obtenir de données et sans les données, ils ne peuvent pas travailler. Nous avons eu aussi des étudiants qui jugeaient les efforts d'autres étudiants. L'idée était de trouver un moyen de distraire les étudiants, de les déstresser car ils stressaient à l'idée des examens. Organiser des prototypes qu'ils pouvaient développer à l'avenir. Et c'était une forme d'innovation sociale. Je veux vraiment que notre université puisse collaborer avec d'autres, avec l'extérieur. La collaboration en ligne. En Finlande, je ne sais pas comment c'est, mais l'internalisation est un aspect très important pour encourager les échanges entre les étudiants. La question c'est comment le faire pendant la COVID-19. Comment promouvoir l'enseignement et l'apprentissage lorsque l'on ne peut pas voyager. La collaboration en ligne signifie que je ne peux pas aller en cours au Canada, mais nous avons des moyens de compenser. Des étudiants dans différentes classes, lorsqu'ils se retrouvent en classe virtuelle, ils sont plus motivés avec des projets pour qu'ils puissent faire un apprentissage conjoint.
les universitaires participent à cette initiative et ça leur plaît. Et cela les distrait de la situation actuelle. Merci, Sibo Siso. Je suis tout à fait d'accord que cette disruption positive, cette créativité, encourager les étudiants à penser vers des choses positives, voir ce qui est possible, être équipés pour l'avenir, pour l'entrepreneuriat, tous ces aspects qui les motivent et les encouragent. Ce sont des formes faciles des remèdes faciles pour aller au-delà de la situation actuelle. Je suis ravie d'entendre de ce que vous avez fait et nous allons apprendre de votre expérience. Si l'on parle de la pensée en silo, c'est la troisième question. Avant de passer à cette troisième question, voyons les résultats de la troisième question de l'enquête. Nous demandions si nos auditeurs avaient des pratiques malignes pour pallier les défis. C'est un partage quasiment 50-50. J'ai le sentiment que la véritable innovation vient de solutions mitigées. Parce que là, il n'y a pas une solution qui convient à tous les pays, mais on peut établir un point de référence et élaborer des solutions qui vont s'adapter à notre contexte. Si vous souhaitez partager quelque chose, je vous encourage à le faire dans notre boîte de chat et bien sûr envoyer plus tard vos commentaires à Univoc. L'UNESCO et de nombreuses autres organisations ont partagé une liste de ressources d'apprentissage et de contenu. Bien sûr que du point de vue de l'enseignement, ça peut être quelque chose d'un peu perturbateur. Par où commencer, quoi choisir, que identifier dans les besoins des élèves. Un réseau de soutien est bien sûr très important. Que vous soyez enseignant ou étudiant, vous avez besoin d'un soutien social, un besoin d'appartenance à une communauté en plein milieu de cette crise. En arrivant à notre troisième question, Paola, je voudrais vous demander de commenter sur comment s'assurer que les pensées ne restent pas en silo. Est-ce que vous avez des pratiques que vous voudriez partager avec nous? Je sais que Paola avait deux diapos à partager avec nous. Paola, vous avez la parole. Merci bien. Le mot isolation. Le 13 mars 2020, le président a annoncé que tous les étudiants et tous les élèves et tous les parents et enseignants devaient rester à la maison. Mais tout le monde était utilisé, avait l'habitude d'aller à l'école et ces nouveaux outils permettaient de continuer à apprendre. Et ces outils numériques ont permis de construire des ponts. Il y a eu de nombreux facteurs qui ont favorisé la continuité de l'enseignement et de l'apprentissage. Cela nous a permis de conserver cette connexion et a permis, les enseignants ont pu également distribuer des ordinateurs aux étudiants qui n'en avaient pas
pour qu'ils puissent travailler et se connecter à la plateforme d'enseignement. L'Uruguay a fourni des contenus multimédia pour les écoles secondaires et les universités. Les formations pour les enseignants pour ces nouvelles méthodes d'enseignement ont été fournies également. Que faire avec les étudiants qui ne pouvaient pas se joindre à cela? Le ministère de l'Éducation a permis les émissions d'être diffusées à la télévision. Le programme qui s'appelle « Je suis de l'Uruguay », c'est le moment d'apprendre et proposer de travailler pas seulement avec les étudiants, mais d'impliquer les familles qui permettent de suivre le contenu avec les élèves. Nous avons eu des influenceurs ils pouvaient suivre et avec une forme de motivation grâce à ces influenceurs. La possibilité de fournir des ordinateurs et des logiciels a été une partie importante de cela. Mais pour éviter l'isolation, le ministère public a également concentré son énergie sur l'accompagnement des formateurs à travers des vidéoconférences et des équipes multidisciplinaires avec des psychologues qui ont travaillé tout au long à travers le pays à travers des systèmes individualisés et le portail du gouvernement du ministère de l'Éducation d'Uruguay. L'interprète demande pardon, mais Madame Valérie parle très très vite. Alors, si on regarde ça de différentes perspectives, cela a également eu un impact sur les enseignants et leurs familles. C'est pour ça que l'enseignement secondaire, nous avons travaillé sur pour le secondaire, nous avons travaillé sur une page web qui s'appelle Liceo en Casa, le lycée à la maison, où on donnait des modules de formation aux enseignants comme aux élèves et à leurs familles, comment utiliser ces plateformes pour que tout le monde puisse apprendre. L'idée, c'était qu'on puisse apprendre tout le monde tout ce que tout le monde peut donner à partir de son espace. Donc, nous voudrions fournir une communauté, toutes les informations dont il a besoin, des mises à jour, des supports de formation. On offre également un espace interactif dans lequel les enfants qui sont handicapés ou avec des retards d'apprentissage peuvent participer. L'idée, c'est vraiment de soutenir tout le monde. L'échange d'informations était clé dans ce processus. Les enseignants partageaient des stratégies, des outils. On a organisé plusieurs webinaires au niveau secondaire et au niveau lycée. Pour les enseignants, nous avons également des webinaires pour tout type de formateurs au niveau de la plateforme. L'idée, c'est de montrer aux enseignants qu'ils n'étaient pas seuls. C'est un portail éducationnel. On fournit des ressources ouvertes pour tout le monde. Nous avons montré que nous avons des enseignants spécialisés et qu'ils aident les autres enseignants. Les communications avec le département a beaucoup travaillé également parce que ça faisait différentes propositions, différentes offres aux étudiants. Donc, nous sommes toujours en soutien de la communauté éducative. Nous avons différents pour participer. Nous avons des stories qui sont présentées à tout le monde. Voilà, sur la base de ce que j'ai entendu, ça n'a pas important. Ce qui n'est pas important, c'est les outils que nous utilisons. Ce qui est important, c'est que nous permettons aux autres de voir que nous ne sommes pas tout seuls. Merci beaucoup. Excusez-moi, madame n'a pas ouvert son micro. Voilà. Désolé. Voilà. Alors, Paola,
Ça a l'air génial. Vous avez une plateforme qui sert et soutient tout le monde. Et vous avez également été viral avec des vidéos YouTube, etc. et les réseaux sociaux. Vous voulez vraiment être que les apprenants soient approchables qu'ils puissent tous les participants ils vous trouvent sur la toile. Donc je pense que vraiment le format, restons simples, ne complexifions pas les choses, que les gens ne doivent pas chercher sur Internet pour trouver des choses. Je pense que c'est une très bonne approche. Encore une fois, c'est très tangible que nous pouvons tous prendre. Yanni, je voulais te demander, est-ce que tu as des commentaires quelque chose sur la question des stylos et de l'isolation des étudiants, des apprenants et des formateurs? Merci, je pense que Paola a dit des choses très importantes. Et moi, j'ai trouvé quelques similitudes avec notre pays et notre projet. Et dans notre enquête, nous avons demandé aux enseignements quelles bonnes pratiques pouvaient être inventées et mises en œuvre. Et pendant la période du Covid, beaucoup d'enseignants ont dit que le saut numérique a été fait, c'est-à-dire qu'ils ont toutes leurs compétences numériques se sont améliorées dans ce domaine, dans la formation. Ils ont eu et chacun a développé ses compétences en formation, avec ses outils, dans ces environnements, dans ce contexte particulier du numérique. Beaucoup d'enseignants ont dit, maintenant, ils ont beaucoup de documents, de matériaux en ligne qui vont utiliser également. Et même si la situation dans son ensemble a été un défi, beaucoup de bonnes pratiques ont émergé et ont été développées dans toutes les manières. Merci beaucoup. Merci Yanni. Je pense que notre quatrième question, c'est justement sur le niveau de soutien organisationnel. Voyons rapidement les réponses de cette enquête, de cette quatrième question d'enquête. Dans votre opinion, est-ce que la charge de travail des enseignants a augmenté lors de la pandémie Covid-19 dans notre pays? D'après vos réponses, il y a eu une énorme augmentation dans la charge de travail des enseignants. Et je pense que ça, c'est une question que nous allons devoir analyser en détail pour essayer de voir comment on peut aborder ça à l'avenir. Est-ce qu'on est encore une fois pris par la surprise dans une situation de crise qui va déranger à tel niveau notre vie de tous les jours dans la formation professionnelle et dans l'enseignement? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette crise actuelle? Compte tenu, si nous considérons les soutiens organisationnels, Denise, quelle est ton expérience? Comment est-ce que les niveaux de décision organisationnelle peuvent aider à réduire cette charge de travail qui semble avoir été et comment est-ce que nous pouvons actuellement mettre nos enseignants et nos apprenants plus à l'aise avec ces sauts qu'ils auront de connaissances à faire et qu'ils vont devoir refaire à l'avenir? Oui, c'est une très bonne question. Et dans le chat, je pouvais voir qu'un certain nombre de gens ont posé des questions similaires. Donc, la première chose dont il faut se rappeler, c'est que l'apprentissage numérique, c'est rien de nouveau pour les universités. Avant la pandémie, déjà, il y avait beaucoup de curriculums qui étaient en formation d'apprentissage numérique. Qu'est-ce qui est nouveau maintenant? Tous les programmes ont dû tous passer en ligne pour une période indéterminée. Personne ne sait quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ça veut dire que les enseignants ont dû revoir leur curriculum et faire des ajustements pédagogiques à leur formation pour enseigner en ligne. First, what institutions did. So they delayed the start of the fall and winter semesters by 1 or 2 weeks to allow faculty instructors to prepare. Pour permettre aux instructeurs
d'être prêts pour l'enseignement en ligne. Ils ont aussi éliminé les travaux administratifs non essentiels. Et Dieu sait si il peut y en avoir. Ils ont aussi ils ont permis à certains enseignants à soutenir d'autres enseignants pour développer des stratégies en ligne. Permettez-moi d'élaborer sur ce point de vue, le point de vue pédagogique. Tout d'abord, encourager les enseignants à se concentrer sur les compétences essentielles du cours. Augmenter le soutien pour le développement, soutien au développement des enseignants sur la pédagogie en ligne et l'utilisation d'équipements divers et de logiciels. Beaucoup ont créé ce que nous appelons des communes d'enseignement qui permettaient de fournir un soutien et des retours d'expérience, car nous savons que c'est une manière essentielle pour peaufiner les cours. Cela a permis de favoriser des communautés de pratique sur de groupes plus larges d'enseignants pour faciliter la culture de partage des idées, des ressources, des stratégies. Il y avait aussi un développement de ressources pédagogiques dédiées pour les instructeurs, pour que les gens puissent avoir un bureau unique pour l'enseignement en ligne. Et cela a été, par exemple, comment enseigner en ligne. Et il y avait même une information. L'équité et l'accès, communiquer avec les enseignants, les alternatives aux formations, aux cours, aux activités en laboratoire. Comment est-ce que j'autochtonise la formation en ligne pour les peuples autochtones? Également des questions de copyright, parce que ça, c'est un aspect important. La deuxième chose qu'on a trouvée sur ces sites web était des informations, encore une fois, des stops, des guichets uniques pour des technologies pour aider des instructeurs à obtenir des cours parfois qu'ils utilisaient Brightspace, Coursera, Zoom et tout le reste. Les options d'évaluation, ça c'est des questions qui ont été soulevées également dans la chatbox. Le site web a des options pour les formateurs, au-delà des formations traditionnelles, des évaluations d'étudiants, le progrès des étudiants. Et ça peut être comme par exemple mettre en œuvre des quiz ou comment faire des examens en ligne et comment s'assurer que c'est vraiment bien la personne qui répond véritablement à ces TP en ligne. Il y avait également sur ces sites des enregistrements professionnels. Comment faire apprendre comment faire un cours en ligne et comment les motiver et pour être plus présent, pas simplement montrer juste un écran noir. Comment faire des formations actives en téléformation, également des ressources de libraires. Et également le soutien pour les programmes techniques. Ça, c'est le plus gros défi pour le passage d'une formation en ligne. Mais les gens ont été créatifs, donc il y en a même qui ont développé des kits qu'ils ont envoyés aux étudiants à la maison pour gagner une expérience. Et ce qui s'est passé, c'est que l'utilisation de ces kits leur a facilité le fait de donner des formations en ligne. J'ai déjà parlé des systèmes de réalité augmentée, de réalité virtuelle, mais il y avait également des choses pour les programmes en sciences de l'informatique ou dans les arts appliqués
euh, où les gens avaient accès à des équipements spécialisés, à des logiciels pour permettre plus de flexibilité dans la formation. Et je ne peux pas ne pas parler de la wellness parce que on parle sur les étudiants, mais c'est pareil pour les enseignants. Euh, Beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Tout le monde se sent en insécurité, l'anxiété, ne sait pas ce que l'avenir nous prépare. Et ce qui se passe, c'est que ça a été critique pour les instructeurs de prendre soin d'eux-mêmes et pour les organisations de fournir des ressources pour le bien-être mental, la santé mentale des formations, qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Parce que, vous savez, il y a eu du stress et quand il y a du stress, ça peut avoir des impacts négatifs sur la santé physique, émotionnelle, psychologique et le bien-être des personnes. Donc beaucoup d'institutions, ce qu'ils ont fait, ils ont créé, ils ont fourni un accès à des ressources de bien-être pour les équipes, y compris des podcasts de wellness, des vidéos sur des sujets comme la psychologie positive, la stratégie de bien-être, une stratégie pour bien dormir, ou des stratégies pour créer un état d'esprit positif ou de résilience au travail, etc. Beaucoup a été fait. Je ne suis pas dire que tout a été parfait, hein, mais certainement, on pouvait sentir beaucoup d'empathie de la part des organisations, et beaucoup de volonté de trouver des solutions et de se soutenir les uns les autres. Merci Denise. Certaines des bonnes pratiques que tu as mentionnées sont relativement simples. Moins de bureaucratie, donner plus de temps aux gens, garder les yeux ouverts et être conscient de leur anxiété, des signaux de stress qu'ils envoient. C'est pas juste, c'est juste garder le simple et les choses simples et se focaliser sur ce qu'ils veulent. Euh, Être là pour ses collègues. Euh, Ça, c'est pas très compliqué, cette partie-là. Paola, est-ce que tu voudrais commenter comment est-ce que cela résonne avec ce que toi, tu as fait dans ton organisation et les bonnes pratiques dans ton pays? Paola? Oui, alors, il y a beaucoup de similitudes et beaucoup de choses qui sont semblables. Cette année, après, on a appris beaucoup comment, comment travailler ensemble, comment se prendre soin les uns des autres. On a, on a occupé de beaucoup d'autres choses que des enseignants. On s'est occupé des étudiants, des formes pendant ce processus. Bien sûr, nous devons également comprendre les différentes situations que les gens rencontrent. C'est pour ça qu'un des éléments les plus importants, c'était de penser comment accompagner les enseignants depuis le départ, avoir des équipes multidisciplinaires et on a créé des stratégies pour aider les enseignants à se confronter aux situations dans lesquelles ils étaient confrontés en ligne. On a publié des directives pour l'enseignement secondaire, par exemple. Nous avons réalisé que si nous avions des directives claires depuis le départ, les enseignants se sentaient plus en plus assurés. Ils étaient en mesure de se faire confiance à eux-mêmes. Et nous avons aidé les enseignants à décider qu'est-ce que nous allions faire, quand et comment. Et cette année, dans mon pays, nous avons créé ce que nous avons appelé des directives bimodales ou hybrides pour les enseignants les enseignants me disent, moi, je vais répondre à WhatsApp jusqu'à 2 heures du... Mais c'est fou, parce que je travaille beaucoup plus que je travaillais avant. Mais oui, dans cette nouvelle réalité, il faut changer notre façon de travailler. Donc aujourd'hui, nous essayons de faire ça
par des systèmes de soutien, on veut soutenir les enseignants pour qu'ils puissent mieux planifier leur curriculum, comment préparer leur journée de travail, comment se motiver, comment motiver les étudiants à travailler en équipe, comment échanger des informations, échanger des bonnes pratiques. Et nous voulons que les enseignants, les audioconférences, ce n'est pas les seuls outils. Il y a beaucoup d'autres plateformes. Il y a des plateformes clés que les enseignants peuvent utiliser, peuvent utiliser, mais nous voulons vraiment aider les enseignants à apprendre ces différents outils pour qu'ils puissent mieux travailler. En Uruguay, quand on parle d'organisation, nous avons travaillé avec une équipe pédagogique qui était un expert en sciences cognitives, qui ont préparé des documents d'orientation et c'était pour des moments spécifiques dans l'année scolaire, par exemple un document pour la période des examens, un autre document qui explique comment prendre des notes digitales numériques, par exemple. Donc, pour nous, le fait d'avoir la communication était toujours clé. La communication vient le niveau institutionnel. Nous avons toujours eu des directives très claires. Et ensuite, ces directives, elles sont claires via des emails institutionnels. L'idée, c'est de jamais perdre le contact avec la communauté éducative. Nous promouvons également des communautés clés et comment ces communautés vont être adressées à travers différentes plateformes. Nous voulions également définir au niveau des psychologistes, des travailleurs sociaux, ce qu'ils devraient faire. Et nous devons également penser à travailler en tant qu'équipe, partager des expériences, générer un consensus, différents groupes. Ça, c'est très important pour nous de le faire au niveau à travers toutes les institutions éducatives. On doit le faire ensemble et on doit avoir des références claires. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidés en cette période de crise. Et bien sûr, nous devons comprendre quels sont les rôles spécifiques des inspecteurs. Parce que pour nous, travailler ensemble, c'est clé, c'est un point clé. Et je voulais dire à la fin, nous devons repenser nos salles de classe, comment trouver les moyens d'écouter nos étudiants, qu'est-ce qui les encourage et qu'est-ce qui les motive. Merci Paola. Merci Paola. Il semble que l'on peut apprendre des bonnes pratiques de tout un chacun. Nous partageons le sentiment que nos étudiants et nos enseignants doivent être entendus comme individus, comme personnes, qui ont leurs propres soucis, leurs forces et leurs faiblesses. Nous sommes là, nos organisations sont là pour les supporter, les soutenir. Nous devons diversifier les types de soutien. Nous sommes pas tous faits de la même. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Sinon, si on ne prend pas ces différences en compte, cela ajoute à nos stress. Nous sommes loin d'une pratique générale des communautés de pratique. Je voudrais maintenant conclure en examinant les commentaires du chat. Il y a des commentaires sur l'apprentissage pratique des EFTP. Comment peut-on numériser cette expérience? L'autre commentaire concerne la qualité de l'apprentissage numérique. Comment peut-on le rendre plus attrayant pour ne pas démotiver les apprenants? Qui voudrait répondre aux problèmes de qualité? Et parmi nos panélistes. Peut-être Denise d'abord. Oui, bien sûr. Vous savez, au début de la pandémie, bien sûr, les gens se sont adaptés à certains moments. On pensait peut-être que c'est la nouvelle manière. Devinez, les étudiants, les apprenants ont freiné des cas de fer.
Ce que cela nous a montré, c'est que ce nouveau monde ne sera pas le même, ce ne sera pas plus comme avant. Je pense que c'est Jeannette, ou peut-être vous, Murphy, qui a parlé de synchronisme et d'asynchronisme. Nous demandions aux étudiants, qu'est-ce que c'est que vous voulez voir maintenant? Ils ont dit qu'ils voulaient un modèle hybride. C'est intéressant parce que cela veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'utiliser cette expérience pour aller de l'avant. Maintenant, pour répondre à votre question, nous avons remarqué que lorsque vous faites un EFTP, la plupart du temps, c'est bien sûr très pratique. Et il y a des choses que l'on ne peut pas faire sans le côté pratique. Mais nous savons que la réalité augmentée et la réalité virtuelle fait partie de la solution. Et bien sûr, je vais donner le montant en dollars canadiens. Nous savons que 5 à 10 minutes peut coûter entre 15 à 25 000 dollars. C'est très cher, surtout lorsque l'on en a besoin de beaucoup. Et nous avons fait une étude au Canada. Mon Dieu, si nous étions déjà 5 mois dans la pandémie et nous avions réfléchi, il faut trouver une solution, une meilleure façon de faire les choses. Nous avons fait cette enquête dans notre pays et nous avons demandé aux gens qui avaient ces outils. Est-ce ces gens-là seraient intéressés par partager? Et si l'on voulait développer davantage, est-ce qu'ils seraient intéressés? Quelles professions seraient les plus intéressées, les plus urgentes? Nous avons identifié trois professions dans le secteur L, la thérapie respiratoire. Et ce que nous faisons maintenant, nous développons des outils pour faire des simulations, des outils pour faire des réalités virtuelles et réalités augmentées. Ces outils vont être développés par nos membres, ils vont être partagés sur une plateforme commune pour que n'importe qui puisse l'utiliser. Cela veut dire peut-être qu'au moins vous allez trouver une parmi les autres qui va se retrouver sur le cours. Par exemple, la thérapie respiratoire, un de nos collèges l'a fait. C'est super cool. Dans cette classe, ils enseignent 5 différents types de maladies. Mais bien sûr, même si vous êtes en présentiel, et c'est difficile de trouver 5 personnes qui ont exactement cette maladie que vous voulez apprendre. Ils se sont donc retrouvés avec une réalité virtuelle qui permet de imaginer que vous touchez la personne. Et tant que vos mains ne sont pas bien positionnées, vous entendez 5 types différents de respiration pour vous permettre d'identifier lequel est quoi. Je vous donne juste cela comme un exemple. Et l'on ne pouvait pas envisager que tous ces points violets dans mon dos développent cet outil. Ce n'était pas possible, ce n'aurait pas été efficace. Mais si un a réussi à le développer et qu'on peut permettre à d'autres de l'utiliser, on peut améliorer la qualité. Et c'est en cela que ça rejoint les 2 questions que vous avez posées. Il ne s'agit pas simplement que de l'outil, mais c'est aussi comment vous engagez les étudiants. Parce que sans cette stratégie d'engagement, le cours ne sera sans succès. Très bien, merci. Vous pensez vraiment que lorsque l'on utilise son imagination, la technologie numérique, on peut construire
un enseignement de haute qualité. Il faut s'éloigner du traditionnel et examiner l'apprentissage d'une manière différente. Je trouve ça très intéressant et je partage la croyance avec vous que le futur de l'avenir de l'enseignement numérique que nous n'avons pas nécessairement connu d'une solution immersive, c'est le futur de l'apprentissage numérique. On avance à petits pas, mais certainement la pandémie nous a poussé dans cette direction. Bien sûr, nous ne devons pas oublier, comme cela a déjà été mentionné plusieurs fois, le fait que tout le monde n'a pas accès, tout le monde n'a pas les moyens et nous devons voir les choses de manière équilibrée, avoir les développements nouveaux et s'assurer que les gens pourront y accéder et que nous serons en mesure de partager tout cela. Parce que ce n'est vraiment pas donné d'aller dans un développement, un mode de développement. Et c'est pour ça que nous avons l'UNEVOC, les communautés d'apprentissage et tout à chacun pour s'engager et apprendre les uns des autres. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Je voudrais remercier nos participants et nos experts pour cette séance fructueuse, remarquable, et nous avons appris énormément. Et je suis certaine, va nous faire avancer de l'avant. Je voudrais maintenant passer la parole à Jens pour les remarques de clôture. Merci Marie et un grand merci à nos experts d'avoir partagé leur expérience et leurs exemples et en particulier à ces étudiants qui ont partagé leurs pensées sur la manière dont l'apprentissage numérique les affecte. Les débats ont été fructueux et je vous remercie. On a vu dans nos discussions que la numérisation est plus qu'un défi technique ou technologique. Si l'on veut aller dans cette direction et capitaliser sur cet avancement, il faut jouer avec le pour et les contre, avec le point d'isolation, d'isolement, de motivation et le développement des logiciels. Nous savons que l'apprentissage à distance va rester et va jouer un rôle plus important à l'avenir. J'ai hâte de voir comment cela va se développer. Pour beaucoup d'institutions FTP, Covid a été un accélérateur. Et pour la plupart, l'apprentissage à distance a été mis en place par mesure d'urgence plutôt que d'un processus bien planifié. Et je pense que la dimension sociale avec ces défis font partie de cela. Je pense que l'apprentissage entre pairs est un élément important qui permettra de résoudre ces problèmes pour aller de l'avant, pour améliorer les services d'apprentissage à distance et les avantages individuels. Nous pouvons apprendre des exemples pratiques et nous sommes toujours ravis d'entendre de vos expériences. Si vous avez des exemples intéressants à partager, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Nous arrivons à la fin de ce webinaire et je voudrais à nouveau vous remercier pour votre participation. Je voudrais aussi vous inviter à notre prochain webinaire au mois de mai où nous examinerons l'aspect tactique. Vous trouverez les détails pour les inscriptions sur la même page que pour l'inscription de ce webinaire. Je voudrais vous inviter à une autre conférence en ligne dans le contexte de la construction de projets avec l'Asie-Pacifique où nous discuterons de compétences et d'examens.
Ce sera la semaine prochaine, le 27 et le 28 avril. Et vous trouverez les détails nécessaires sur notre page web. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci et au revoir.